Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. L'écume des jours, Boris Vian. Quand on dit littérature et art, il y a un nom qui me vient très vite à l'esprit, c'est celui de Boris Vian. On le connaît surtout aujourd'hui pour certains de ses textes comme « J'irai cracher sur vos tombes » ou celui qui nous intéresse aujourd'hui, « L'écume des jours ». Mais ce qu'on sait parfois un peu moins, c'est que c'est un grand musicien qui a écrit énormément de partitions. Et quand je dis énormément, je veux dire qu'il y en a plus de 500. Il jouait de la trompette et le jazz fait partie intégrante de sa vie. Et vous le devinez, s'il apparaît dans cette série qui mêle littérature et art, c'est que sa musique, il l'intègre dans ses livres. C'est bien sûr un thème inévitable de beaucoup d'entre eux, mais sa manière d'écrire a aussi une forte musicalité que je vous propose de découvrir dans cet épisode de Brume littéraire. Avant de passer au résumé de l'écume des jours, je dois vous prévenir. Boris Vian est fan de l'absurde dans la littérature. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans un des tout premiers épisodes, celui sur Samuel Beckett et sa pièce En attendant Godot. Mais pour faire court, chez Vian, on a affaire à un monde surréaliste, où le sens est souvent caché derrière certaines figures qu'on n'arrive pas à identifier instantanément. Il y a tout ce travail autour de la quête de sens, et si on couple ça avec l'imagination absolument incroyable de l'auteur, alors on arrive à un texte comme celui que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Et venons-en au résumé. L'écume des jours raconte l'histoire de Colin, un jeune homme riche qui vit dans un monde surréaliste où les animaux et les objets inanimés reflètent l'état d'esprit du personnage. Colin a une souris de compagnie, un valet débrouillard et élégant qui s'appelle Nicolas et un meilleur ami fidèle, Chic. Malgré toute sa fortune et son mode de vie luxueux, Colin cherche désespérément l'amour. Et il va même jusqu'à se languir secrètement de la petite amie de Chic. De fil en aiguille, ce désir irrésistible pousse Colin à tomber instantanément amoureux de Chloé, qu'il rencontre lors d'une fête d'amis. Après une idylle fulgurante, Colin l'épouse. Mais pendant la lune de miel, Chloé tombe malade, atteinte d'une pathologie mystérieuse qui se manifeste essentiellement par une toux et des douleurs thoraciques. Colin et elle sont contraints de mettre fin prématurément au voyage. Et une fois de retour à la maison, elle commence à se sentir mieux. Mais malheureusement, ça dure pas. Elle s'évanouit pendant une virée shopping et les quintes de toux reprennent. On finit par trouver ce qui cause sa maladie. Elle a un nénuphar dans le poumon. Une affection douloureuse et rare qui peut être traitée qu'en l'entourant de fleurs. Je vous l'avais dit, c'est un petit peu particulier. Le coût du traitement est élevé. Et Colin se retrouve rapidement sans sous, ce qui le force à accepter des emplois mal payés pour tenter d'accumuler plus d'argent pour le remède de Chloé. Au fur et à mesure que sa maladie progresse, les appartements de Colin, Chic et Nicolas commencent à se dégrader. Et Nicolas vieillit soudainement de plusieurs années en une semaine. Le livre continue en drame. Alors que la femme de Chic, fatiguée par l'obsession de son mari pour un dénommé Jean-Sol Partre, vous aurez reconnu l'allusion, elle va tout simplement décider de tuer l'auteur pour que son mari arrête de dépenser tout son argent dans sa collection de livres. Elle continue dans son élan en brûlant les librairies qui vendent les livres de l'écrivain. On s'y attendait pas trop à celle-là. À côté, Chic se fait arrêter pour fraude fiscale et contrebande de tabac. Il pourrait s'acquitter de ses crimes en donnant tous ses livres de Jean-Sol Partre, mais il refuse et meurt sous les balles d'un des policiers. Du côté de Colin, le livre se termine pas beaucoup mieux. Il s'efforce en vain d'offrir des fleurs à Chloé, mais elle finit quand même par décéder. Il est triste, si triste que sa souris de compagnie se suicide pour échapper à la morosité ambiante. Et voilà, je vous l'avais dit, c'est un livre particulier. Et si vous n'avez pas tout compris, ne vous en faites pas. On va plonger ensemble dans les thèmes et vous allez voir, ça va vous sembler un peu plus logique à la fin. Pour commencer, l'amour est d'une importance capitale. On se rappelle qu'au début du récit, Colin cherchait désespérément à tomber amoureux et à trouver quelqu'un. On peut se poser la question de s'il a choisi Chloé juste parce qu'elle passait par là, par hasard. Ce qui est sûr, c'est que cet amour s'installe et prend toute la place. Colin est prêt à abandonner toute sa fortune, à faire les pires métiers pour essayer de lui offrir un maximum de fleurs pour la sauver. Cette maladie, ce nénuphar qui pousse, est d'ailleurs très souvent associé à un cancer. C'est ce que beaucoup de gens pensent, mais alors on peut se poser une question. Pourquoi ne pas avoir directement utilisé ce terme ? Pourquoi avoir utilisé ce style ?
Ce monde surréaliste et puis, on peut se l'avouer, ce monde un petit peu enfantin. Parce que oui, Colin a une souris comme animal de compagnie et puis il y a aussi cette maladie qui peut être soignée par des fleurs. Mais la fin tragique et violente contraste bien avec toute cette innocence. Ce monde un peu idéal qui se retrouve tout d'un coup, violemment de retour dans une sorte de réalité. L'écume des jours, c'est un beau livre, très haut en couleurs. Mais cette fin nous ramène aussi à nous-mêmes. Il arrive qu'on soit aussi très euphorique, que tout nous réussisse et qu'on voit la vie du bon côté. Mais des éléments externes, comme les difficultés financières, nos proches malades ou même un décès, peuvent grandement nous affecter. Notre vie dépend de beaucoup de facteurs externes et c'est aussi ce que le livre met en avant. On peut dire que c'est aussi un texte sur le deuil, les manières de le vivre et la tristesse qu'il peut nous faire ressentir. Alors oui, c'est pas forcément les thèmes les plus positifs à lire, mais ils sont quand même importants. Il faut pas les négliger. Mais maintenant qu'on a parlé de certains de ces thèmes, de l'amour, de la maladie, du deuil, vous vous demandez peut-être où se trouve l'art dans tout ça. Eh bah, c'est dans la musique qu'il faut aller chercher cette réponse. Bien sûr, le jazz est au centre du récit. Il y a le célèbre pianoctel dont vous avez peut-être entendu parler, cet instrument qui crée des cocktails alors qu'on joue de la musique. Il y a aussi beaucoup de références à ce jazz, des dates et des lieux, comme la Nouvelle-Orléans, Memphis ou encore Davenport, le lieu de l'écriture du livre. C'est toujours des lieux fortement reliés à l'évolution de la musique. Pour faire court, le jazz est né à la Nouvelle-Orléans. Il s'est répandu en longeant le Mississippi jusqu'à la ville de Davenport, en passant par celle de Memphis. Et en parlant blues et jazz, on pense aussi souvent à Chicago. Mais la ville est évoquée qu'indirectement. Et comment, vous vous demandez peut-être ? Eh bien, c'est à travers les noms de personnages. Dans ce cas-là, chic, comme Chicago. Toutes ces villes, ces ambiances évoquées, elles donnent aussi une musicalité au texte, qu'on retrouve aussi dans l'évocation de certains noms de jazzmen. On a parlé de Chic, mais c'est la même idée pour le prénom de Chloé, qui est lié à cette histoire musicale. Si vous êtes un expert, vous avez peut-être reconnu que ce nom est aussi le titre d'une chanson du grand compositeur de jazz, Duke Ellington. Au chapitre 45, Boris Vian y fait même une référence directe. Ce musicien qui a créé un style qu'on appelle moody, qui se définit par une mélodie assez lugubre, parfois étouffante, mais avec beaucoup de connotations sexuelles. Et vous voyez peut-être le lien avec notre livre du jour, qu'on pourrait presque résumer avec les mêmes termes. Et encore une fois, l'atmosphère du roman se densifie avec une nouvelle touche musicale. Et pour terminer, il y a aussi beaucoup de références à des noms de musiciens. Sidney Bechet, Jimmy Noon ou encore Louis Armstrong. Il y a aussi des titres de chansons comme Misty Morning, Blue Bubbles de Duke Ellington. Il y a même des références au blues et à ce qu'on appelle la note bleue, qui donne sa couleur à ce style bien particulier. Vous l'aurez compris, la musique est partout dans ce livre, de manière explicite, tout comme implicite. Et c'est ça qui est beau avec l'art. C'est que chaque branche n'est pas isolée, tout s'entremêle. On retrouve des références, du jazz dans ce livre, des textes littéraires dans des tableaux, tout est possible. Et c'est tout le but de cette série de podcasts sur la littérature et l'art. Vous montrer que tout est lié, que rien n'est simplement isolé et qu'on retrouve cette beauté partout, même dans notre quotidien. Merci d'avoir écouté Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.